Bonjour, c'est un plaisir, mais c'est aussi un honneur pour moi d'être ici parmi vous dans ce moment où vous fêtez en fait, les 10 ans de votre activité. Et je pense, et c'est un petit préambule que je n'avais pas prévu, mais que je vois à la lumière du film que nous venons de voir, je pense que c'est important de fêter ces 10 ans, parce que dans ce domaine, notamment lié aux nouvelles technologies, mais aussi dans la société dans laquelle on est, il y a assez peu d'expérience. Je vais prendre ça plutôt, pardon. Il y a assez peu d'expériences, pour lesquelles nous avons. Ouais, je pense qu'il y a un petit conflit d'intérêts entre les deux systèmes. Voilà. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait des. Voilà, peut-être. Je pense que c'est le micro qui fait un peu de bruit. Oui. Si j'utilise que celui-là, ça va. Pourtant, on va cacher un peu plus bas. Non, c'est celui-là qui bouge, qui a un problème dessus. Alors oui, je peux parler sans micro. Je peux parler plus fort sans micro, sans problème, j'allais dire. Alors, je vais faire ça. Très bien. Donc je disais, oui, effectivement, une période de 10 ans, c'est quelque chose qui a de l'importance parce que souvent, on manque de recul par rapport à ces phénomènes, à ces évolutions, à ces apprentissages sociaux, parce que c'est bien ça dont il s'agit. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un peu une réflexion que l'on a eue en Suisse sur cette question de l'apprentissage social autour des nouvelles technologies. Alors le contexte suisse est très différent et je ne vais pas ici donner des détails sur ce contexte helvétique, mais la principale différence, c'est qu'en Suisse, nous n'avons pas ce type d'outils, c'est-à-dire nous avons des démarches associatives ou des démarches un peu morcelées, mais il n'y a pas véritablement, j'allais dire, et de manière aussi bien organisée qu'ici, un plan national d'effort pour l'inclusion numérique. Et notre point de départ, comme piste de réflexion que nous avions eue à l'époque sur la question du numérique, c'est justement, quand on parle du numérique, on parle toujours du dedans et du dehors. Il y a des gens qui y sont, entre guillemets, on ne sait pas tellement où ils sont, mais ils sont inclus, ils sont dans le numérique, et il y en a d'autres qui n'y sont pas, qui devraient y aller. Et il y a cette notion un peu du dehors qui nous a interpellés, et nous sommes posé la question, mais quelle était la nature de ce territoire que l'on définit de cette manière-là? Comment on arrive à réfléchir à ce territoire du numérique dans lequel on serait intégré si on a acquis un certain nombre de compétences? Comment on arrive à comprendre ce que signifie ce territoire, pas uniquement et pas principalement du point de vue des planificateurs, des gens qui font, j'allais dire, les grandes stratégies d'inclusion numérique ou la e-inclusion, comme on peut le voir à la sauce européenne, des grands projets européens d'inclusion numérique, mais par le biais du regard des gens qui sont les premiers concernés, qui sont justement ceux qui s'intéressent à ça pour leur parcours de vie personnel. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux que ce territoire du numérique, cette inclusion, qu'est-ce que cela veut dire pour eux que de faire l'effort, en fait, de rejoindre ce territoire qui n'est pas forcément si bien défini que cela? Donc, en fait, notre objet d'étude, dans l'étude que je vais évoquer ici, ça a d'abord été ce groupe de personnes, ça a été ce groupe de personnes qu'on pourrait appeler les migrants du numérique. Alors, il y a eu tout un discours sur les digital natives, les natifs et les migrants. Je trouve que c'est un discours qui est déjà un peu passé de mode et je pense qu'il simplifie trop. Et on a bien vu dans le film tout à l'heure, on voit bien que ce n'est pas juste une question générationnelle. Bien sûr, la génération joue un rôle, mais c'est quelque chose qui est plus compliqué que ça. Et que nous sommes tous, d'une certaine manière, nous sommes tous des migrants numériques, quel que soit notre âge, et nous sommes tous en train, j'allais dire, de nous réfléchir, un peu réfléchir
réflexivement sur où nous en sommes par rapport à ces évolutions technologiques, que nous soyons formateurs ou participants à ces cours, ou même, j'allais dire, grands stratèges de la réflexion de ces domaines. En réalité, nous sommes tous dans ce processus-là. Et en fait, l'intérêt que nous avions, c'est de savoir comment les gens se représentent ce territoire du numérique, quelle était leur perception subjective de ce numérique à atteindre, et donc d'aller un peu plus loin dans cette réflexion, en essayant, et c'est ça aussi l'autre peut-être originalité de l'étude, comment dire, en essayant d'aller au-delà de certaines études précédentes qui s'intéressaient simplement à savoir si les gens avaient accès ou si les gens utilisaient les systèmes, mais en nous intéressant beaucoup au vécu des personnes, en regardant qu'est-ce que ça représentait pour eux en termes d'investissement, de prise de risque, j'allais dire, de doute, quelles étaient les récompenses, entre guillemets, les succès qu'ils attendaient, mais quels pouvaient être aussi les échecs. Qu'est-ce que c'est qu'une expérience d'apprentissage, j'allais dire, de compétences numériques qui se passe mal? Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Comment est-ce qu'on en parle? Comment est-ce qu'on le redéfinit? Donc, si je résume ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, l'accent était mis de manière bien plus importante sur le vécu, la dimension subjective, et sur, d'une certaine manière, les investissements. Alors, les investissements de toute nature que font les personnes qui s'engagent dans un processus de remédiation, de rattrapage, entre guillemets, numérique. Pour ce faire, et c'est encore une autre petite originalité, nous ne nous sommes pas consacrés uniquement au processus de formation qui s'intéressait à des personnes qui n'avaient aucune ou très peu de compétences numériques, mais nous avons décidé d'intégrer dans notre étude l'ensemble, j'allais dire, des types de formation. Et c'était à dessein, et c'était dans le design de la recherche, que de considérer l'ensemble de ces publics pour essayer de savoir aussi qu'est-ce qu'il y avait en commun, et pas seulement les différences entre des gens qui, par exemple, sortaient de l'université, qui étaient diplômés en informatique et qui ne trouvaient pas forcément du travail pendant quelques mois, et à qui on leur disait, écoutez, c'est très bien ce que vous avez appris, mais entre-temps, la technologie a évolué, les choses ont changé, il faut que vous vous reformiez. Et donc de réfléchir à l'échelle de la société, en intégrant bien sûr tous les cours de formation qu'on a vus, mais aussi d'autres types de formations, de spécialisation, de regarder en fait qu'est-ce que cela voulait dire de se remettre en cause ou de se faire ce pas en avant vers le numérique. Je dis à dessein parce qu'il nous semble aussi qu'ici il y a un changement peut-être de perspective à avoir, enfin ça c'est mon avis, hein. C'est que souvent on a considéré justement ces formations à l'intégration numérique comme, j'allais dire, des actions exceptionnelles et des actions nécessaires. Alors elles sont nécessaires et elles sont exceptionnelles, mais il faudra aussi se rendre compte, et peut-être qu'au moment de ces 10 ans, c'est un moment important, il faut se rendre compte qu'elles sont nécessaires dans la durée et qu'on n'a jamais fini, d'une certaine manière, ce projet toujours en construction de la formation au numérique. Moi-même, je ne fais pas partie, j'allais dire, de ce type de formation, mais je sens justement au travers de ces différents univers à quel point ce n'est pas quelque chose qui a servi à un moment donné, pour franchir un seuil, mais c'est quelque chose qui devient de plus en plus nécessaire tout au long d'une vie ou à différents moments dans un parcours d'existence. Donc c'est aussi cette réflexion plus large sur toutes ces questions de formation au numérique que nous avons essayé d'intégrer en prenant en compte ces diversités de formation. Et bien sûr, ce que l'on a vu assez rapidement, c'est aussi la richesse et la diversité des motivations. Et vous en avez eu beaucoup d'exemples très illustratifs, et j'en suis heureux, dans le film qu'on nous a présenté, sur la diversité des motivations pour lesquelles les gens se lancent dans ce type de dispositif, avec des choses qui sont bien sûr des stratégies personnelles d'investissement. C'est un choix que l'on fait parce qu'on se dit qu'on va atteindre un but, donc j'allais dire des choix très rationnels par rapport à des plans de carrière. Mais il y a aussi des gens qui les suivent. Alors je ne sais pas comment ça fonctionne dans le contexte belge, mais en Suisse, il y a des gens qui sont forcés de suivre des formations de cette nature-là par le bureau d'emploi, par le chômage. Et là, donc, il y a aussi une autre attitude, j'allais dire, pour certains d'entre eux, vis-à-vis de ce type de formation. C'est une obligation, et des fois, elle peut être vécue mal ou de manière assez différente.
Bien sûr, une des motivations les plus importantes, et elle est encore grandissante à l'heure actuelle, c'est le souci par rapport au marché de l'emploi. Comment, j'allais dire, rester dans la course. Et on a vu dans notre étude à quel point certains employeurs utilisaient les compétences informatiques, non pas pour véritablement identifier les besoins qu'ils avaient, mais comme un filtre pour trier, faire un premier tri sur, je ne sais pas, les les centaines de dossiers qu'ils recevaient. Ils créaient, j'allais dire, artificiellement, des fois, des niveaux de compétences informatiques que les gens n'allaient pas forcément utiliser après, mais qui devenaient un indicateur peut-être de la motivation de la personne, de son niveau d'intérêt pour les nouvelles technologies, et qui n'était pas forcément lié aux pratiques réelles impliquées par le travail. Donc il y a là aussi un élément intéressant, c'est quelle valeur prend pour la société les compétences dans le domaine numérique, et qui ne sont pas forcément uniquement des valeurs, j'allais dire, de maîtrise de l'outil, mais qui sont aussi des valeurs symboliques, ou voire d'autres valeurs. Par curiosité, il ne faut jamais négocier, il faut jamais négocier avec la curiosité, mais je voulais dire surtout, il ne faut jamais sous-estimer l'importance de la curiosité dans la motivation. Pour des gens qui n'ont jamais utilisé cette technologie, cet ailleurs qu'est le monde numérique est une motivation importante. D'y aller une fois, ne serait-ce qu'une visite très courte. J'étais frappé dans les interviews qu'on avait fait d'une personne qui avait dit, on lui demandait un peu comment ça s'était passé, puis elle a dit, c'est génial, j'ai appris à mettre la prise et allumer l'ordinateur et à manier la souris. Alors, j'allais dire, on pourrait se dire c'est peu de choses, et en fait non. Si on discute et si on prend le temps de discuter avec cette personne, on se rend compte que pour elle, c'est quelque chose qui est très important. C'est une valeur symbolique, c'est-à-dire qu'au moins une fois je l'ai fait, et à ce titre, je ne peux pas me penser comme exclu de ce monde-là. Et donc, j'allais dire, même si ça paraît peu de choses, il faut recontextualiser l'importance symbolique et la signification que peuvent avoir des apprentissages qui peuvent paraître, je pense au regard de formateurs comme vous, peut-être limités, mais qui sont vraiment essentiels dans ces formes d'appropriation des technologies. Et puis il y a aussi, alors justement, qui est un peu le corollaire de ce que je disais tout à l'heure, cette volonté de suivre une formation parce que l'on nous dit que l'appartenance au monde numérique, c'est la nouvelle norme. Nous sommes dans une société dite digitale. On ne sait pas pourquoi, en fait, cette norme est apparue comme telle. Enfin, il y a plein d'explications. Je ne vais pas en refaire ici l'historique, mais il y a des gens qui ont intégré que c'était la nouvelle norme. Ce n'est pas forcément parce que ça va leur rendre service tout de suite, ce n'est pas forcément en fonction d'un plan de carrière ou pour des besoins, mais c'est parce que ils ont l'impression, au travers des médias, au travers des discussions qu'ils peuvent avoir à leurs collègues, que c'est véritablement là où ça se passe d'une certaine manière, et c'est là où il faut être. Donc il y a aussi un discours un peu normatif sur qu'est-ce que c'est qu'être justement normal dans notre société, et être normal par rapport à la maîtrise de ces outils. Et puis il y a toute une motivation qui rejoint un peu le cas des exclus du numérique, et ça nous a frappé. C'est des gens qui étaient contents d'assister à des formations, non pas pour la formation, même pas pour la maîtrise de la souris, mais c'est parce qu'à un moment donné, ils se retrouvaient avec d'autres personnes dans une salle. Et là, ça peut paraître paradoxal de dire est-ce que véritablement cela sert à ça, une formation ? Dans des cas, j'allais dire, des gens qui sont véritablement un peu en rupture et en situation d'exclusion importante, ce phénomène-là, être inséré dans un groupe, participer à quelque chose, c'est déjà une victoire en soi, et ça participe. Alors là, peut-être qu'on est un peu loin du numérique, mais peut-être qu'il y a d'autres valeurs qui sont aussi importantes, voire plus que le numérique, dans l'acte de formation et dans l'acte d'apprentissage. Et pour une partie de ces gens-là, tout d'un coup, le fait de faire partie d'un groupe était déjà un acte important, un acte signifiant. Alors, il y a une autre manière de représenter ça, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de ce tableau, parce qu'il résume un peu ce que je viens de dire, ces différentes attitudes que l'on peut avoir sur la manière d'envisager la formation, si on est dans un cas de spécialisation, réhabilitation, initiation, et puis aussi des diversités d'attitudes vis-à-vis des technologies de l'information, des gens qui sont plus proactifs, c'est-à-dire qu'ils ont envie de découvrir, des gens qui sont assez pragmatiques, qui vont un peu rester sur le niveau le plus... vont apprendre, mais pas forcément avoir la volonté de développer des nouvelles choses au travers de ces outils. Et puis aussi, il ne faut pas les négliger, c'est aussi des attitudes passives où véritablement, alors c'est peut-être lié plus au cas, je ne sais pas comment on accède véritablement à vos formations, mais dans le cas suisse, il y avait des gens qui étaient là parce qu'ils étaient forcés, et dans certains cas, c'était productif, et dans d'autres cas, c'était contre-productif, parce qu'ils construisaient un discours contre l'intégration numérique, parce qu'ils n'avaient pas d'initiative.
Alors, les premiers constats qu'on a tirés, alors là, ça frappe à l'évidence dans votre cas, et à la lumière de vos expériences, c'est le bricolage numérique comme règle. Alors, ça paraît évident de le dire comme tel, mais je pense que si vous repensez au contexte que j'évoquais tout à l'heure, de considérer l'ensemble des formations, même des formations très avancées, c'est de se rendre compte que nous sommes tous des bricoleurs du monde numérique. Je veux dire, bien sûr, on doit apprendre des compétences, on doit apprendre des savoir-faire techniques, mais nous sommes toujours en train d'essayer d'utiliser au mieux les outils qu'on nous donne. Des études qui montraient à quel point la grande majorité, c'est-à-dire la totalité quasiment des utilisateurs, utilisent qu'une infime partie, par exemple, des fonctionnalités d'un traitement de texte comme Word. Nous sommes tous des bricoleurs numériques. Mais ça permet. Enfin, pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est un constat de la sociologie des usages des techniques de l'information d'une part, mais c'est aussi pour rendre, j'allais dire, les lettres de noblesse à ce que c'est que le bricolage informatique, le bricolage numérique, que des apprentissages qui sont même peut-être pas parfaits au sens technique, peuvent être tout aussi importants et qu'il y a cette perpétuelle distance entre les savoirs que nous avons et les savoirs que, idéalement, nous pourrions avoir. Et puis alors aussi, et pour rejoindre le point que je faisais tout à l'heure, la question de l'intégration numérique non pas comme quelque chose qui est fixe, mais quelque chose qui est mouvant et qui est protéiforme. Et ça a plusieurs implications. La première raison de cette dimension protéiforme et mouvante de l'inclusion numérique, c'est la technologie elle-même. Le film que vous avez vu vous a montré comment vous avez dû vous adapter collectivement à différentes générations de technologies de l'information avec l'arrivée du Web 2.0. Il faut repenser un certain nombre de stratégies, quels sont véritablement les apprentissages principaux, quels sont les usages et les pratiques que les utilisateurs ont déjà intégrés. Et j'allais dire, c'est dans la nature aussi, si on peut utiliser le mot de nature dans ce cas-là, dans la nature aussi de ces technologies que de changer constamment. Et nous sommes tous, d'une certaine manière, un peu comme ce petit personnage illustré ici comme un espèce de Sisyphe, nous sommes tous en train, et ça rejoint la question du bricolage, en train de nous adapter en permanence à ces évolutions techniques. C'est d'ailleurs pour ça que notre étude portait essentiellement sur la question de la fracture numérique dynamique, c'est-à-dire que contrairement à des études qui avaient été faites dans les années 90 ou 90, pardon, ou des études qui ont été faites auparavant, l'important n'est plus uniquement d'avoir l'accès, l'important n'est plus uniquement de simplement être capable d'utiliser ces systèmes, mais c'est aussi comment on arrive à se remettre en question, comment on arrive à gérer justement cette question de la fracture numérique dynamique et comment on arrive à la faire évoluer. Et ça veut dire aussi que, et ça c'est un des résultats de notre étude, quelle est l'attitude de ces différents acteurs face à ce changement continuel de la technologie? Comment eux-mêmes se positionnent par rapport à cette injonction, on allait dire, de s'adapter à une cible qui est elle-même mouvante? Alors je schématise ici énormément certains de nos résultats, mais on peut voir ici qu'il y a une manière assez distincte de percevoir son inconfort numérique. Et on voit que, d'une certaine manière, si l'axe vertical, c'est la perception de l'ampleur de la fracture dynamique, numérique dynamique, c'est-à-dire son décalage par rapport à l'état de l'art de la technologie, et de se sentir mal par rapport à ça, on voit qu'il y a deux groupes qui ne se sentent pas mal par rapport à ça, paradoxalement. Ce sont les gens qui ont fait des études poussées dans le domaine et qui sont confiants que leurs compétences de base leur permettront à tout moment de rattraper le train en marche. Et à l'inverse, vous avez des gens qui se sentaient déjà très détachés de cet univers-là, et pour qui, j'allais dire, l'évolution même de la technologie est quelque chose qu'ils ont de la peine à appréhender comme un problème, parce qu'ils en sont déjà détachés d'une certaine manière. Et puis vous avez les gens qui le ressentent le plus, et c'est un public qui nous intéresse particulièrement, c'est des gens qui ont déjà des compétences en informatique, mais ils ont conscience que ces compétences sont friables, que ces compétences sont peut-être pas durables, dans le sens qu'elles vont peut-être pas survivre à la prochaine génération de traitement de texte, de systèmes de messagerie, de réseaux sociaux de toute nature, et ces gens-là sont inquiets.
Et ça aussi, c'est une question sur laquelle il faut réfléchir, c'est sur l'inquiétude ou l'inconfort ou même des fois le désarroi que l'on peut ressentir quand on se trouve justement à la frontière de cette déclassification, j'allais dire, de l'intégration à la désintégration, on pourrait dire comme ça, ou du manque d'intégration numérique. Et c'est particulièrement flagrant et frappant et violent pour les gens qui sont justement en termes de précarité d'emploi, parce qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, toujours une réflexion pour savoir quelle est la part du numérique dont ils vont avoir besoin pour préserver ou acquérir un emploi. Il y a des gens qui ressentent, j'allais dire, de manière très marquée, cette question de la fracture numérique dynamique. Alors bien sûr, on peut se représenter, et c'était un peu le titre de l'exposé, l'intégration numérique et l'intégration sociale, d'essayer de les schématiser un peu. Alors on peut le faire en gardant, alors je vais assez rapidement ici, mais la question de l'inclusion sociale et en gardant ces dimensions-là, c'est ce qu'on a fait dans l'étude, la dimension interpersonnelle, le fait d'avoir des rapports avec les autres, la dimension professionnelle, la dimension participative et la dimension territoriale. Ça, c'est des grands axes à travers desquels on peut parler de l'inclusion sociale. Alors, il y a toute une littérature sociologique abondante et elle-même en marche qui traite de ces différentes dimensions. Mais pour aller vite, on pourrait aussi parler de l'inclusion technique comme la possibilité d'accéder aux technologies de l'information, c'est presque ce que j'appelais tout à l'heure la première génération, la capacité d'accéder au contenu, d'être capable d'aller chercher des choses sur les réseaux sociaux ou sur le net en général, et puis l'accès au savoir-faire, qui est comment j'acquiers la possibilité moi-même d'agir, moi-même de créer, moi-même de produire avec des contenus en ligne. Et on voit bien que ces évolutions sont aussi inscrites dans l'évolution de la technologie et de ce système. Pourquoi je fais cette rapide description? Pour essayer de schématiser un peu le discours dominant, la rhétorique sur la question de l'intégration sociale et numérique. Ici, on voit alors un idéal type, la cible de la rhétorique de la société de l'information, telle qu'on peut la décrypter dans énormément de documents, documents qui sont tout à fait légitimes, ce n'est pas forcément une critique de ces documents, mais voilà ce dont on nous parle. On dit, d'une certaine manière, on fait un lien entre intégration numérique et intégration sociale. Et on nous dit, si on suit ce chemin-là, si d'une certaine manière, on améliore une de ces deux axes, on va atteindre, on va tendre vers cette cible qui serait d'une double intégration numérique et sociale. Alors pourquoi je vous montre ce schéma de cette manière-là? C'est pour essayer de synthétiser en un slide les résultats de notre étude, et c'est de montrer justement la diversité quand on s'intéresse aux attentes des gens, quand on s'intéresse à leur représentation du monde, à la manière qu'ils ont de penser la technologie. On voit apparaître des publics très différents, des groupes d'utilisateurs très différents. Alors voilà exactement sur le même espace normé entre intégration numérique et intégration sociale, voilà des groupes de personnes différentes, comme par exemple les jeunes adultes. Alors bien sûr ça c'est des tendances, je veux dire, c'est pas, pour qui ce qui est important, notamment quand ils sont en phase de recherche du premier emploi, ils sont souvent déjà intégrés numériquement, mais ce qui leur manque, c'est la capacité ils sont intégrés numériquement d'une certaine manière, c'est qu'ils ont peut-être une maîtrise justement d'outils comme les réseaux sociaux, ils ont une maîtrise de leur console de jeux vidéo, ils ont une maîtrise de la discussion, des groupes de discussion en ligne, du chat et tout ça, mais ils ont très peu de maîtrise des outils de base de la bureautique. Et pour eux, véritablement, ce type de formation, c'est leur permettre d'explorer un autre territoire de l'inclusion numérique, de passer de quelque chose qui a de la valeur non pas uniquement pour eux et pour leurs pairs, mais pour la société et pour éventuellement de futurs employeurs ou de leur future trajectoire professionnelle. Vous avez le cas des chômeurs qui, eux, alors sont clairement, et je ne vais pas y revenir ici, qui, eux, sont clairement dans cette situation délicate pour laquelle véritablement être inclus numériquement est souvent vécu comme la possibilité de retrouver un emploi et donc d'améliorer la question de l'intégration sociale. Il y a aussi les exclus, alors c'est un terme un peu vague et un peu générique pour dire des gens qui ont accédé à des associations, en tout cas dans le contexte suisse, au travers de problèmes de parcours de vie majeurs qui n'ont pas de rapport avec l'informatique, mais au sein de ces associations, on leur donne une formation du monde numérique. Et pour eux, c'est justement cette appartenance, entre guillemets, au monde comme défini comme normal qui est importante, plus que véritablement une maîtrise absolue et définitive de la dernière version d'un traitement de texte. Et c'est le cas un peu extrême que j'évoquais avec cette capacité d'apprendre à brancher un ordinateur ou à utiliser une souris.
Puis il y avait d'autres groupes que je vais rapporter. La formation continue, cette idée de rester sur la tangente, on pourrait dire, d'éviter d'être déclassé d'une certaine manière. Puis il y a d'autres sous-groupes qui sont intéressantes, comme les personnes âgées, on pourrait dire les seniors. Je ne sais pas comment on appelle cette catégorie ici, mais pour qui ce qui est important n'est pas, en fait, ce n'est pas l'intégration numérique au sens de maîtriser complètement les outils techniques. Ce qui est important, enfin, dans les cas qu'on a vus, c'est de rester en contact avec leur famille, c'est de rester en contact avec leurs amis. C'est-à-dire que le but premier n'est pas la technologie, le but premier, c'est véritablement ce qu'elle permet de faire par rapport à un environnement social qui est très important. J'ai fait il y a quelques années 6 mois de mémoire à Namur sur l'utilisation des premières générations de cartes à microprocesseurs dans les hôpitaux belges. Et en fait, un des chercheurs là-bas m'avait rappelé le cas d'une personne qui participait à un projet expérimental de téléphone. Et cette personne âgée, elle faisait partie du panel. Et elle avait rapporté ce téléphone après quelques jours en disant « mais il ne fonctionne pas ». Et très intrigué, mais le technicien avait regardé, il avait fait quelques réglages. Quelques jours après, la dame qui était venue chercher cet appareil revient et rapporte le téléphone. Elle dit « le téléphone ne marche toujours pas ». Et là, le technicien un peu interloqué. Bien sûr, c'était une technologie pilote, une nouvelle technologie, mais pourquoi ça ne fonctionnait pas? Il n'arrivait pas à comprendre. Et il lui a demandé « mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce téléphone ne marche pas ?» Et la dame lui a dit « et il ne sonne jamais ». C'est-à-dire qu'elle, son problème, ce n'était pas la technologie. Son problème, c'est qu'il n'y avait personne de sa famille qui utilisait cet appareil pour la joindre. Donc voilà, ça c'est encore un autre groupe avec d'autres attentes. Et je pense qu'on a exactement ce même phénomène par rapport à l'utilisation du net, et pas uniquement par rapport à la technologie de l'information. Et puis, en Suisse, on a peine à imaginer qu'on a un monde paysan, parce qu'il n'est pas forcément très important, mais pour eux, il y a encore une autre problématique que je ne vais pas avoir le temps de développer ici. C'est un autre sens dans le monde paysan que d'être intégré dans ce monde numérique. Et puis, il y a des catégories un peu bizarres qui nous ont intrigués. C'est des gens qui sont aisés et qui ont les moyens, qui sont aisés ou qui ont choisi de ne pas utiliser le monde numérique. Ils sont aisés au sens large du terme, pas seulement financièrement, mais ils ont un capital social, des relations importantes, ils sont dans un domaine artistique. Il y a des gens qui font le choix non plus de ne pas rentrer dans cet univers-là. Alors pourquoi aussi je montre ce schéma-là? C'est pour illustrer justement la dimension dynamique de la fracture du numérique. C'est comment ces axes, ils ne sont pas figés une fois pour toutes. La technologie change, la société change. Et toutes ces stratégies, alors ici c'est de manière très réduite, mais toutes ces stratégies doivent être pensées dans le temps et doivent être envisagées avec justement la question de ces évolutions. Comment on peut appréhender, j'allais dire, l'évolution de ces perceptions individuelles à l'aune du changement technique et du changement social. Et c'est là où on voit apparaître un certain nombre de phénomènes dont certains ont déjà été décrits dans le film de tout à l'heure et que j'ai déjà évoqué, l'intégration ludique dans le monde numérique, mais qui ne correspond pas à l'intégration professionnelle, donc des décalages, et ça c'est plus particulièrement flagrant quand vous travaillez avec les adolescents. Il y a aussi l'utilisation de l'intégration sociale digitale, les solitudes hyperconnectées. J'en donne un exemple, mais je me rappelle de ce cas de quelqu'un qui avait 2000 amis sur Facebook et qui a envoyé un message pour dire qu'elle allait se suicider. Elle s'est suicidée, il n'y a personne qui a envoyé, il n'y a pas eu de réaction. Et là, bon, ça c'est mon domaine de recherche à l'heure actuelle, c'est la manière dont les adolescents construisent les rapports interpersonnels et demandent, en fait, sont très demandeurs de la reconnaissance des autres au travers justement des signes qui attestent de leur existence, qui peuvent être un like ou qui peuvent être un poke, qui peuvent ce qu'on veut. Mais en fait, il y a énormément de désarroi. On pense souvent la jeunesse comme très connectée, mais il y a des phénomènes, j'allais dire, un peu dramatiques d'ailleurs, d'isolement et même de rupture qui se passent dans ces univers en apparence très, très connectés. Et puis, il y a même des controverses. Alors, une controverse qui est apparue il y a quelque temps sur le fait qu'il y a plusieurs études aux États-Unis qui montraient qu'en fait, il y avait une catégorie de jeunes qui passaient énormément de temps sur les réseaux sociaux, mais que cette catégorie de jeunes qui passaient énormément de temps sur les réseaux sociaux, à partir d'un certain seuil, ça devenait problématique. C'est-à-dire que l'hyper-intégration, alors pas au numérique, mais dans cette vision très particulière du numérique qu'est, par exemple, Facebook, eh ben, cette intégration, elle est elle-même problématique. Et donc, il faut aussi apprendre j'allais dire, non plus seulement à y aller, mais il faut aussi apprendre à en sortir ou à modérer ses usages. Et ça, c'est une question qui reste ouverte. Comment, dans le numérique, dans des processus d'apprentissage liés à la construction du numérique, on apprend les limites de ce numérique et on arrive à les problématiser.
Alors je vais terminer ici simplement en rappelant la question des fracteurs numériques avec ces différents ordres que j'ai déjà évoqués. Fracture du premier ordre, la question de l'accès, du deuxième ordre, l'usage, et peut-être, et c'est un peu l'hypothèse que nous avions fait avec Luc Vaudot sur ce projet de recherche, sur comment arriver à réfléchir à cette dimension dynamique, à cette dimension changeante, comment arriver à l'intégrer de manière systématique, avec, pour terminer, une série de questions, mais qui sont plutôt des objets de discussion. De quelle manière la perception de pression au changement perpétuel fait-elle évoluer les rapports de force entre les différentes catégories d'acteurs? Est-ce que le Web 2 a permis à certains acteurs, à certains usagers de devenir, entre guillemets, plus maîtres de leur destin dans ce monde numérique? Ou comment faire pour les accompagner dans ce processus-là? Ou est-ce qu'il y a des systèmes qui les réenferment? Enfin, je veux dire, ça c'est une question ouverte. Comment élaborer, et je pense qu'il y a différents intervenants qui vont aborder cette question aujourd'hui, comment élaborer des stratégies de rattrapage numérique qui s'inscrivent sur le long terme et ne soient pas obsolètes avant même de porter leurs fruits? Je pense ici à une collègue sociologue qui a fait un magnifique travail qui est très intéressant sur les adolescents et les blogs. Alors les blogs sont un phénomène très intéressant, mais au moment où elle a publié cette enquête, je veux dire, en tout cas en Suisse, les adolescents ont déserté en masse les blogs, et maintenant ils sont sur les réseaux sociaux, donc alors même, et elle se trouve un peu désemparée parce qu'elle-même, en tant qu'observatrice de ce domaine, elle s'est fait doubler d'une certaine manière par ce phénomène. Ça ne veut pas dire que son travail n'a pas de la valeur, mais elle doit le reproblématiser et le repenser à l'aune de ce nouveau contexte, et on peut se demander effectivement comment on arrive à construire des connaissances qui survivent à la dernière bouture de telle ou telle technologie. Et donc, c'est véritablement ça. Comment organiser la pérennisation et la circulation des savoirs génériques qui favorisent l'apprentissage social et permettent d'aborder le changement. Comment arriver à intégrer dans des formations des choses qui ne sont pas uniquement liées à ce que l'on est en train d'essayer d'apprendre, mais qui vont être utiles pour un nouveau dispositif technique qui va permettre de construire des nouvelles formes d'apprentissage à travers des communautés d'utilisateurs, à travers des communautés de pratiques, à travers des manières d'aller utiliser des ressources existantes pour se construire soi-même, autant que le faire se peut, sa capacité à apprendre de nouvelles choses. Et puis alors, la dernière question que je laisse ouverte, c'est comment aussi les pouvoirs publics peuvent réfléchir à cette question. Très souvent, et c'était nécessaire, il y a une question du rattrapage qui s'est posée, aussi de se mobiliser pour j'allais dire, parer au plus pressé. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi réfléchir, et ça rejoint le point que je disais tout à l'heure, réfléchir sur la durée, essayer j'allais dire, de pérenniser et d'inscrire dans le temps cette capacité à apprendre des nouvelles choses à différents niveaux, et pas seulement forcément dans les cas les plus dramatiques. Alors je vous remercie pour votre attention. Pour continuer la discussion, et ici la référence à l'étude, si vous voulez chercher, où il y a même, j'ai vu la référence à l'article qui a été proposé dans votre programme. Merci.